way, a long way, but because I gotta find my way. The no need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Votre magazine Kenkeliba vous retrouve pour le dernier numéro de la semaine et je suis avec un drone assez particulier ce vendredi. Je vais inviter un des concepteurs à me rejoindre maintenant, Adama Ndiaye, jeune ingénieur de l'ESP Dakar, qui sera parmi nos invités de ce vendredi. Bonjour Adama. Bonjour Sarah. Présentez-nous un tout petit peu cet objet volant. Donc nous avons là un de nos modèles de drone de pulvérisation et qui est commandé par vol intelligent et qui vraiment permet de couvrir 2 hectares par heure et de gagner un temps énorme lors des traitements avec les produits phytosanitaires. Oui, c'est assez imposant. Hein. D'habitude, on voit de tout petits drones, mais là, c'est gigantesque. Effectivement, nous avons l'habitude de voir ici au Sénégal les drones avec des caméras, disons, normales. On connaît. Alors que là, nous avons des drones qui vraiment, avec des dimensions, et peuvent avoir des masses à 8, de 20 kg. Donc, nous voyons vraiment que c'est vraiment imposant, en fait. On revient sur les détails, les explications, la conception justement de ce drone dans un petit moment en plateau pour nos téléspectateurs. D'autres invités seront également au rendez-vous de ce dernier numéro de la semaine. La chronique sport évidemment avec Abdulaziz Ban et des actualités sportives à commenter. Le coach Tandara pour la gym, la météo, mais aussi le bulletin d'infos de votre matinale. Le sommaire est complet. Voici donc pour vous les prévisions du jour. Dans un instant, on se retrouve en plateau pour la suite. A tout de suite. Adama, on y va ? Chers amis téléspectateurs de Kenkeliba, bonjour. L'actualité météorologique de ce vendredi matin restera marquée par un ciel ensoleillé et une forte sensation de chaleur qui sera ressentie au courant de la journée. Alors l'animation satellitale nous montre quelques passages nuageux qui vont intéresser par endroits le ciel sénégalais et surtout des vents d'harmattan de secteur nord-est qui vont souffler à l'intérieur du pays. Ce qui fait qu'en termes de prévision pour cette journée, comme vous pouvez le voir, c'est quelques passages nuageux qui seront notés et une bonne présence du soleil qui sera aussi de mise à l'intérieur du pays. Une forte sensation de chaleur qui sera notée avec des valeurs de plus de 40 degrés attendus, déjà 40 degrés attendus à Thiès, 42 à Mbour, 44 à 45 degrés dans certaines localités du centre, 46 degrés qui sera le pic de la journée attendu à Kaffrine, à Kédougou et à Bakel, 45 attendu à Matam et à Tamba, et Dakar gardera une valeur assez clémente de 29 degrés. En résumé, chers téléspectateurs, c'est toujours une dépression thermique associée à des vents d'harmattan qui intéressent actuellement le pays et qui justifie cette forte sensation de chaleur avec des valeurs qui vont atteindre les 46 degrés dans certaines localités comme Kaffrine, Kédougou et Bakel. Dakar, quant à elle, gardera une valeur assez clémente de 29 degrés. Ce qui met fin à ce... Bienvenue chez nous et merci encore une fois de votre fidélité à ce magazine, à ce rendez-vous du matin tout simplement. Nous attendons vos réactions et commentaires sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS. Vous êtes nombreux à nous regarder. Eh bien, restez avec nous jusqu'à 8h. L'équipe me rejoint en plateau maintenant. Alioune Badara accompagné de nos invités et Abdulaziz Ban pour la chronique sport de ce vendredi. Tout le monde s'installe. En attendant, eh bien, on va regarder ensemble les exercices que le coach Tandara nous propose en ce vendredi et on vous retrouve ensuite dans un petit moment pour la suite. À tout de suite. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Nous allons terminer en beauté cette semaine avec nos capsules gym. Alors, la barre Smart, ça,
ce sera avec le coach Bou, mesdames et messieurs. Alors, et avec cette barre, vous allez voir, évidemment, il y aura de multiples exercices, notamment, eh bien, avec le squat, ce sera avec cette barre. Alors, c'est donc un challenge, mesdames et messieurs. Ça va aller très, très, très vite. Et avec le coach Bou, alors toujours dans la gym personnalisée. Alors, justement, coach Bou, votre mot? Bonjour mesdames et messieurs, nous voici à notre terminus. Donc ce vendredi, on va juste vous proposer, comme d'habitude, les challenges du vendredi, comme vous savez bien. Aujourd'hui, la proposition sera faite avec notre barre Smart qui sera chargée. Donc on va travailler un petit peu en amplitude. Donc cette séance elle est réservée bien sûr aux gens qui sont ce qu'on appelle les confirmés, bien sûr, qui sont bien entraînés. Donc on vous offre cette challenge pour que vous puissiez le faire et en prendre des repères par rapport à des exercices toniques d'intensification où l'intensité de travail est bien assez élevée en fraction de seconde. Donc c'est du fractionné. Et là, on va bien booster le cœur par rapport à cela et en explosivité. Donc ça sera notre challenge de ce vendredi. Et on se dit très rapidement le rendez-vous dans nos démonstrations. Alors, et avec la barre, mesdames et messieurs, le challenge et qui commence avec le squat, mais aussi eh bien, une sorte d'épaule jetée. Alors, regardez ici, évidemment, on ne va pas arrondir le dos. Et donc, moi, avec le coach Bou, dans sa gym personnalisée, notre challenge. Allez, et ça repart avec cette épaule jetée. Vous allez suivre, mesdames et messieurs, et d'autres ateliers qui vont suivre. Et comme à la manière des haltérophiles, regardez avec le coach Bou. Alors, ce grand écart des jambes, ici, cela veut tout dire, mais que c'est magnifique. Alors, c'est passé très, très, très vite et je vais devoir donner la parole au coach Bou dans quelques instants, bien sûr. C'était notre challenge, donc vous avez bien vu, ça s'est déroulé très rapidement. D'habitude, les vendredis, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on va juste vous dire très bon VSD et merci à vous qui nous suivez. Allez, très bon repos à vous tous. Merci. Voilà, merci, amis téléspectateurs, vous qui suivez votre télévision nationale. Et donc, la dernière capsule de la semaine, c'est terminée. Encore une fois, je vais vous souhaiter excellente journée, surtout en regardant votre télévision leader, la télévision nationale. Mesdames et messieurs, excellent VSD et Inch'Allah, à la prochaine. On va se dire à lundi, coach Tandara, pour le rappel de ce qui est important pour notre santé, c'est-à-dire avoir une activité physique régulière. Merci coach et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la télé leader, comme le disait tout à l'heure le coach. Bonjour à tous, bienvenue en plateau. Bonjour. Alioune, comment ça va? Ça va. Dernier numéro de la semaine. Bien, comme tout Olympien du monde. Hein. Très bien rêvé. On me sent très bien. Voilà, c'est la grande forme. Les Marseillais, on est sur notre je retrouve le même sourire chez Abdulaziz Ban. Ah, c'est Marseillais là, véritablement. Hier, c'était la fiesta. Après la victoire de Paris mardi, on était sous pression. Heureusement. Non, nous, Marseille. Je n'ai pas trompé. Non, j'étais. Si, après la victoire si. Ah non. On était sous pression. Voilà, il fallait que Marseille gagne hier. Qu'on puisse enfin respirer. C'est fait, c'est fait. Marseille est aussi en demi-finale de la Liga, de l'Europa League. Voilà, très bien. C'est une bonne nouvelle alors. Mon cher Ban, je vois que tu vois très bien aussi. Mais superbement habillés tous les deux. Hein. Merci. C'est la Corité? La Corité, la touche Madame Khan. Hein. Oui, j'en profite pour vous souhaiter. Il faut dire nos dames. Nos dames, voilà. Les dames de Thiès, hein, vous savez, elles ont le sens du bon goût. Hein. Voilà. Et ça mériterait même quelques recherches. Hein. Pourquoi elles ont ce sens élevé du bon goût, hein, surtout quand on est thiessoise. Hein. Merci beaucoup. C'est la région de Thiès qui est à l'honneur. C'est la région qui est à l'honneur. Voilà, c'est ça. Décidément. Et quand on travaille ou quand elle travaille aussi bien, pas la peine de doubler la mise finalement. On reste sur voilà, une seule ligne et tout droite parce qu'elle bosse bien. C'est un autre débat.
Allez, nos invités pour le dernier numéro de la semaine. Disons que c'est le petit piège que je vous tends ce matin, messieurs. On présente nos invités à nos téléspectateurs. Alors, de bien jeunes invités, mais avec tellement de potentiel et qui se mettent au service de leur communauté. Alors, pour respecter la parité, hein, une dame, un monsieur. Alors, on va commencer par la dame. Nous sommes des gentlemen, hein, surtout ici au Sénégal, avec Madame Aïssatou Dieng, qui est donc professionnelle spécialiste, on va dire, donc, en santé mentale et diplômée de la prestigieuse université de Montréal. Elle est ici au Sénégal pour, disons, soulager son prochain, surtout donc, par rapport au traumatisme que traversent pas mal de jeunes. Il constitue votre cible privilégiée et elle revient fraîchement de Ziguinchor, donc de Casamance, où elle a dispensé pas mal de séances pour ces jeunes-là qui ont vécu un certain traumatisme. Et elle, son petit secret se trouve dans ce qu'elle appelle l'autocompassion. L'autocompassion qui pourrait être une sorte de thérapie qui permettrait véritablement de guérir du traumatisme. Donc on reviendra sur l'autocompassion. C'est quoi l'autocompassion? Quels sont, disons, ces grands avantages? Et puis également la place de la santé mentale dans notre dispositif sanitaire ici au Sénégal. Et puis globalement en Afrique. Est-ce qu'on lui accorde de l'importance? Je ne pense pas trop parce que vu la faiblesse du budget qui est consenti quand même à la santé mentale, il y a des efforts encore à faire, mais aussi les aspects traditionnels, parce qu'il y a une autre forme de thérapie, disons, qui a un certain soubassement traditionnel. Par exemple, le ndop ici, en pays libre, nous sommes à Dakar. Est-ce que vous accordez de l'importance à cela? Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges avec notre invité, Madame Dieng. Et à sa suite, donc, Monsieur Diop Moustapha, élève ingénieur en électromécanique à l'ESP de Dakar, mais surtout responsable donc, de la start-up Agri-Drone, Agri-Drone Vision. Donc c'est une révolution véritablement dans le secteur de l'agriculture, une révolution portée par des jeunes Sénégalais, parce qu'ils sont deux sur ce coup. L'autre le rejoindra, Inch'Allah, dans la deuxième partie, Adam Ndiaye. Ils nous présenteront donc leur trouvaille, ce qu'elle pourrait apporter, disons, à l'agriculture sénégalaise dans le cadre donc, de sa modernisation. Certainement, ce sera aussi l'occasion, bien sûr, de faire un petit plaidoyer pour ces jeunes-là qui méritent d'être soutenus, pour qu'ils puissent avoir un financement qui leur permettrait, disons, de vulgariser ce projet et qu'un plus grand nombre d'acteurs qui sont dans le domaine de l'agriculture puissent en profiter. Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges ce vendredi, dernier numéro de la semaine, avec nos trois invités. Adam Ndiaye, avec qui j'ai démarré le magazine ce matin. Vous avez démarré avec Adam Ndiaye. Adam Ndiaye, voilà, qui nous rejoindra dans la deuxième partie. C'est Aïssatou Dieng, il nous rejoint dans la deuxième partie pour accompagner Moustapha Diop. Bonjour, comment allez-vous, Moustapha Diop? Bonjour, ça va bien, alhamdoulilah. Bien réveillé, au taquet? Oui, bien réveillé. Parfait. Aïssatou Dieng, comment allez-vous? Je vais super bien. Bien réveillé aussi? Oui. Parfait. Alors, nos invités vont bien, nous également. C'est rassurant. On passe à la chronique sport avec Abdelaziz Ban. Tout à fait. Juste après ceci. Et on démarre avec une actualité plutôt football, le DTN qui fait le bilan avec ses membres. Les membres de la direction technique nationale de football se sont réunis pour faire le bilan des 2 années pour nos équipes nationales. Durant cette rencontre, les enjeux majeurs du football sénégalais ont été abordés. Il s'agit d'harmoniser les stratégies et de définir une identité de jeu commune à toutes les équipes nationales. Voici Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, et Maya Senmar, directeur technique national. D'abord, je voudrais vous remercier de votre présence vraiment à la réunion donc, des staffs que nous avons donc provoquée ce matin. Comme l'a dit le président, donc l'objectif, c'est surtout d'abord donner l'occasion au président de rencontrer tous les entraîneurs après ces 2 années passées, effectivement avec donc tous ces trophées qu'on a gagnés. C'était une occasion de faire pour le président de les remercier et de les féliciter, mais également aussi permettre à l'ensemble des staffs également aussi de créer une osmose entre eux, de se connaître, c'est important. Et troisièmement également aussi, le but, c'est en fait essayer d'améliorer ce que nous avons pu faire depuis longtemps. Rester sur les bons acquis, mais également aussi essayer de voir effectivement qu'est-ce qu'on peut améliorer pour mieux faire. La DTN a pris l'initiative après la mise en place il y a quelques semaines de cela des nouveaux staffs de nos différentes sélections nationales qui touchent bien entendu à toutes les disciplines du football, football à 11, beach soccer, football, futsal, mais aussi le football féminin qui a vu même la création de nouvelles équipes jusqu'au U17.
avec aussi l'avènement de l'Académie fédérale, avec les U15 garçons et U15 donc féminines. Le plus important dans cette rencontre-là, ce seront les conclusions qui seront tirées parce que il est rare de voir un échange intersélection. C'est-à-dire aujourd'hui, on a le sélectionneur de l'équipe A qui est là, on a les sélections de jeunes, on a les autres sélections. Il y a des sélectionneurs qui ont déjà un vécu international, qui ont gagné des trophées continentaux, qui sont allés en Coupe du Monde. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Ces partages de séances de partage de pensée coordonnés par la direction technique nationale nous permettront de faire un partage des acquis de l'expérience et surtout de gagner du temps, de prendre des raccourcis pour que ceux qui arrivent puissent se reposer sur l'organisation qui est déjà présente, sur l'environnement de nos sélections qui s'est beaucoup assaini. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit qu'il y a même les intendants, les médicaux, tout le monde est là pour apporter sa touche parce que la performance de haut niveau, c'est la conjonction de beaucoup de travail. Allez, retour en plateau après cet élément où on voit bien sûr la direction technique avec ses membres. On a vu le DTN également, Mayacine, on a vu le président de la Fédération sénégalaise de foot, Augustin. Et puis finalement, on a retrouvé tous les coachs, oui, et pas que, hein, le staff médical également. Donc tout cela font partie de la direction technique. Tout à fait, ils sont sous la houlette de Mayacine Mar. Donc il s'agit pour cette rencontre d'harmoniser, d'échanger, de discuter sur l'avenir du football sénégalais, mais également leur permettre de pouvoir aujourd'hui parler le même langage, que ce soit en équipe A, que ce soit en U20, en U17, permettre à ces footballeurs-là de pouvoir comprendre aujourd'hui qu'ils représentent le Sénégal. Au-delà de représenter le Sénégal, d'avoir une identité de jeu qui leur permet aujourd'hui de vaincre n'importe quelle équipe et puis d'harmoniser, de comprendre qu'aujourd'hui qu'il faut représenter le Sénégal, représenter dignement le Sénégal et que les autres coachs aussi l'ont compris. Ils sont venus avec des arguments, parler à la direction technique nationale et puis ça va être validé dans un document pour permettre à ces entraîneurs-là de pouvoir aujourd'hui faire développer le football sénégalais. Bon, je n'étais pas dans la salle, mais quand je vois comment les gens s'expriment, on sent quand même qu'ils avaient déjà beaucoup de choses à dire, qu'il y avait de l'engagement et j'ai l'impression que tout le monde, ils se sont dit, comment on dit, ils se sont dit toutes les vérités, c'est ça finalement. C'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Parce que c'était très animé. Vous regardez les images, même la gestuelle parle véritablement. Donc peut-être que toutes les incompréhensions ont été réglées à l'issue de cette rencontre, à Lune. Je suis heureux de constater aujourd'hui qu'ils sont, rendus à l'évidence, qu'il est devenu urgent pour le Sénégal, en tout cas une nécessité pour un grand pays de football comme le Sénégal, d'avoir une identité de jeu. Et cela me fait sourire parce que je me souviens d'un numéro spécial que l'on avait fait au stade Léopold Sédar Senghor, en présence du DTN lui-même, Mayacine Mar. Je l'avais interpellé sur ce manque d'identité de jeu qu'on reproche véritablement aux équipes du Sénégal. Il m'avait dit non, ce n'est pas important, le plus important, c'est reste les résultats. Aujourd'hui, donc, il se rend compte que ça, ce n'est pas cohérent et on ne peut pas avoir cela comme ligne de défense. Quand on est un grand pays comme le Sénégal, quand on a la chance d'en être le DTN, et depuis quand même longtemps, parce que Mayacine Mar, mine de rien, il en est presque à plus de 10 ans à la tête donc, de cette structure-là qui est censée coordonner tout ce qui est donc aspect technique lié à notre football. Donc voilà, c'est bien. Au moins, ils ont assumé quand même leur erreur et essaient de la corriger. C'est une bonne chose. Maintenant, moi, mon autre souci, c'est de vouloir imposer une identité de jeu à toutes les sélections nationales. Par exemple, je suis le sélectionneur, par exemple, d'une équipe chez les petites catégories. J'ai ma philosophie de jeu. Vous voulez m'imposer, par exemple, la philosophie de jeu du coach de l'équipe A, ça ne va pas prendre, la mayonnaise ne prendra pas. Parce que si j'ai un jeu, par exemple, beaucoup plus léché, si un jeu beaucoup plus séduisant, et qui a de l'efficacité également, et a de l'efficacité, est-ce que je vais devoir, moi, suivre la ligne du coach des A? Ça également, il va falloir trouver véritablement cet équilibre-là pour qu'un coach aussi ne soit pas, comme qui dirait, obligé de porter des œillères. Parce que quand même, quand vous êtes coach aussi, vous venez avec votre idée, votre philosophie de jeu. Et ça également, c'est extrêmement important. Je pense qu'il faudrait davantage de souplesse. Pour moi, quand on parle d'identité de jeu, mais c'est surtout chez les A. Parce que là, au moins, l'entraîneur est en poste depuis 2016, 2017. 2015. Depuis 2015. 2015. Là, l'entraîneur
l'entraîneur est en place. En 2017, on était à la CAN avec 2015. Donc, depuis 2015, Aliou Cissé est sur le banc. Lui, on peut lui demander cela. On peut lui exiger quand même que l'équipe du Sénégal puisse présenter une identité de jeu au moins cohérente. Que l'on sache que quand le Sénégal, chez LA, je précise bien, joue, voilà son identité de jeu, voilà son style et il va essayer de vous l'imposer. Mais ça, jusqu'à présent, malgré toutes ces années passées sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal, c'est une vieille demande. On attend toujours. On gagne, mais sans convaincre. Et quand on rencontre quand même un grand d'Afrique, un grand de ce monde, on se casse les dents. Là, à ce niveau, brutalement, le chantier, il est énorme. Mais par contre, chez les équipes, disons, chez les petites catégories, nous, en tant que puristes, nous ne sommes pas du tout frustrés. Quand ces équipes-là jouent, au moins on sent que c'est cohérent, que ces équipes-là, derrière, comme il y a une philosophie, qu'il y a un travail qui a été fait et que l'entraîneur, en un temps record, a pu quand même imprimer ses marques. Ce qui n'est pas le cas chez les A. L'exemple, c'est que chez les U20, chez les U17 également, le CHAN, on a vu la prestation du Sénégal. On n'a pas du tout été déçus. Hein. Les coachs, Serine Saludia, Pape Thiaw, qui étaient également avec les petites catégories avant. Et pas que, il y a d'autres noms qui vont... Malik Daf également. Donc on a, même au foot féminin, bien sûr, on n'a pas été déçus du tout par les prestations de nos lionceaux. Tout à fait. Moi, je pense que quand on parle d'harmoniser, c'est pour la réalité du terrain est tout autre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans une salle, imposer à une équipe de jouer telle comme une équipe de U17, une équipe de U20, jouer comme l'équipe A. Donc, chaque match a ses réalités, chaque terrain donc, a ses réalités. Il faudra s'adapter par rapport à l'adversaire, s'adapter également par rapport au terrain et à la compétition. Chaque coach aussi a sa façon de faire, hein, mais véritablement. Vous êtes très foot ou pas Non, je ne suis pas trop foot. Du tout. Basket Basket Non Basket aussi, non. Il est toujours dans son laboratoire. Hein, surprenez-moi. Ni foot, ni basket. Quoi alors finalement Smartphone, téléphone, ingénieur électronique, tout ça. C'est votre passion? Non, en fait, nous avons une passion des drones. Donc c'est pour ces raisons que tout notre temps, nous le passons sur les drones à chercher d'apporter des innovations, d'imagination pour essayer d'apporter des solutions à des problèmes ici au Sénégal. Mais aussi, d'une part, nous nous intéressons au foot, mais... pas autant que... pas autant que les autres. Parce qu'auparavant, j'étais fan de Barça. J'étais un Barcelonais, quoi. Mais toujours un Barcelonais. Non, il a dit j'étais. Non, j'étais. C'est quand Messi est parti que vous avez laissé. Oui, c'est quand Messi est parti. Après aussi, l'équipe a chuté. Et du coup, à chaque fois, tu te retrouves avec des défaites. Donc, du coup... Et la dernière... Il a raison. La dernière, c'était face au PSG. Le PSG qui élimine le Barça. Le PSG qui élimine le Barça. Exactement. Avec un sourire là. Voilà. Ça fait mal, ça. Ça fait mal, ça. Quoique finalement, l'exception confirme la règle. On a toujours pensé que garçon, tout de suite, c'était foot et tout ça, mais c'est pas le cas. Le drone, c'est son sport favori. C'est ça, c'est votre sport final. Aïssa Toudia, vous êtes un peu foot? Alors, pas du tout. Chez les dames, j'ai l'impression que ça se confirme. Hein. Beaucoup ne regardent pas finalement. Mais bon, il faut s'y intéresser parce que c'est intéressant. Et justement, on poursuit avec les résultats de la Coupe du Sénégal maintenant. Avec les 32e de finale de la Coupe du Sénégal, Djambar qui a été éliminé par le Casa Sport à la séance de tir au but. 4 tirs au but à 2, 0 but partout à la fin du temps réglementaire. Seneps qui élimine Olympique de Ziguinchor 3-0. Le Jaraaf qui élimine également Hassan Sek Université Club par 4 tirs au but à 3, 0 but partout. Ayo des Agnam qui élimine l'Union Sportive de Rail 1 but à 0. Mbour Petite Côte qui élimine AS Kolda 4 tirs au but à 3, 1 but partout à la fin du match. Ferry de foot qui élimine Niary Tally 1-0. Keur Madior également qui élimine Guédiawaye Football Club 2 buts à 1. Alors, on va rester sur ce résultat de Guédiawaye de Guédiawaye Football Club et de Keur Madior. Keur Madior a joué à terme le match à 9. Et puis, c'est le deuxième gardien qui est entré comme attaquant. Il a délivré 2 passes décisives. Incroyable. Est-ce qu'on ne devrait pas lui changer de poste? Tout à fait. Je pense qu'il faut réfléchir à cela. Ah non, mais il n'est pas à sa place. Il va changer de poste. Ils ont éliminé Guédiawaye Football Club, deuxième de classement. C'est ce que j'allais dire, parce que Guédiawaye Football Club, ils sont deuxième de la Ligue 1. De la Ligue 1, oui. Il y a eu beaucoup de surprises. C'est la Coupe du Sénégal. C'est ça le charme. C'est une autre réalité. C'est une autre réalité. C'est une coupe, un match à résultat immédiat. Il faut gagner pour se qualifier. Le match de Génération Foot aussi, parce que au terme des 90e
minutes, c'est match nul, 2 buts partout. Et finalement, 10 pénaltys à 9 pour pouvoir finalement arriver à un résultat. Le gardien de Génération Foot, il a fallu qu'il sorte toute sa classe pour sortir ce dernier tir et puis qualifier son équipe. 10 pénaltys donc à 9 pour Génération Foot face à la Sonacos. Et puis mercredi, l'US Gorée a battu Gazelle de Bignona 2 buts à 0. AS Pikine qui sort pour 6 tirs au but à 5, 1 but partout à la fin du match. Le club olympique Thiessois COT battu par Don Bosco de Tambacounda 2 buts à 0. Et Uzo qui a été éliminé par le Dakar University Club 3 tirs au but à 1. Ndiambour éliminé par la Gendarmerie de Dakar 2 buts à 1. C'est 31 matchs joués, donc se sont qualifiés 9 équipes de Ligue 1, 9 équipes de Ligue 2, 9 équipes de National, 2 équipes de National 2, 3 équipes de division régionale qui sont à Dakar, Thiès et Louga. 62 buts marqués pour 10 tirs au but. Ça va être intéressant de continuer à suivre justement les matchs de cette Coupe du Sénégal également. Ça bouge hein, et c'est très bien d'ailleurs. En Europe maintenant, on voyage un tout petit peu avec les résultats de la Ligue des Champions et l'Europa League. En Ligue des Champions, le Real de Madrid qui a sorti le champion en titre Manchester City va affronter le Bayern de Munich en demi-finale. Le match aller est prévu le 30 avril prochain et le retour est prévu le 8 mai prochain. L'autre demi-finale va opposer le PSG à Dortmund. Match aller le 1er mai et le retour le 7 mai prochain en Europa League. Leverkusen a assuré sa qualification et va rencontrer la Roma. Marseille aussi en demi-finale après avoir sorti Benfica grâce à la séance de tir au but par 4 tirs au but à 2 va affronter l'Atalanta. Sur les réseaux sociaux hier, les Marseillais étaient véritablement... Quand Marseille gagne, on voit les supporters. Mais Marseille est qualifié pour les demi-finales. Oui. Mais c'était comme si... Même le PSG aussi s'est qualifié en demi-finale. C'est comme si le PSG avait remporté la Ligue des Champions. Décidément. PSG, mais c'est pas la même chose. C'était pas la même ambiance. Le Vélodrome. C'est pas la même histoire. Le Vélodrome quand Marseille gagne. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. C'est pas comme le Parc des Princes. Ça n'a rien à voir. Là-bas, le Parc des Princes, l'ambiance est épurée, donc aseptisée. Voilà. L'ambiance est aseptisée. Ça manque de chaleur. Le Parc des Princes, même eux, ils le savent. Hein. Ouais, tout à fait. Ils le savent. Des fois, ils essaient certains tifos, mais c'est tellement... Ça passe pas. C'est tellement drôle. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Même le slogan, ici, c'est Paris. Je peux dire, ici, c'est Dakar. Ici, c'est Médina Fall. Ici, c'est Thion. Ça ne veut rien dire. Alors que quand tu dis à côté, parallèlement à cela, à jamais les premiers, le vieux port. Ça fait tilt. Le vieux port, la canne-bière, les fossés. Oh là là, dans mon euphorie, j'ai oublié le maillot qu'on m'avait offert lors de la... Il devait ramener le maillot de l'OM. Monsieur Arfan Sek, donc l'ancien inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès, il m'avait offert un maillot de l'OM prémonitoire, un maillot de l'OM, le jour même de la Korité, avec beaucoup de plaisir. Bon. Il me l'a dédicacé. Il l'a floqué plutôt dans mon nom. Et malheureusement, j'ai oublié cela. Tout à fait. Voilà. Vraiment, je m'en veux. Mais j'attendrai la finale. Et vraiment, pour vous dire encore une fois, merci beaucoup, Saltigué. Parce que je pense que là, il y a eu quand même quelque chose de surnaturel. Il montre le maillot. L'OM, enfin, qui se qualifie pour une demi-finale après des années d'attente. Moi aussi, je vais remercier le club. Voilà, merci beaucoup. Il m'a envoyé un maillot, écharpe, stylo, carnet, et puis voilà, on a prié pour que l'équipe gagne et se qualifie en demi-finale. Décidément. Il faut croire que... Mais dans tous les cas, quand l'OM gagne, on est content parce qu'on a beaucoup de compatriotes qui jouent justement à l'OM. Et donc, quand ils gagnent aussi, oui, Ismaël Azar, Iliman Ndiaye, Pape Gueye, donc c'est toujours du bonheur de savoir que l'OM fait de bons résultats. Moubania, je pense. Bon, on y va, on avance. Si je ne vous arrête pas, on va rester sur Marseille jusqu'à la fin de l'émission. Futsal maintenant, oui, avec la CAN. Et on connaît véritablement l'affiche des demi-finales également. Pour cette 7e édition, le pays hôte, le Maroc, va rencontrer la Libye en demi-finale pour le derby nord-africain. Et puis le Maroc aura le soutien de son public lors de ce face-à-face avec les Libyens. Dans l'autre demi-finale, l'Égypte va faire face à l'Angola pour une place en finale. Voilà, et donc le Maghreb qui domine finalement dans cette discipline. En futsal, ils ont commencé très tôt à intéresser les populations dans ce jeu-là. Le Sénégal a l'académie, a des clubs de futsal, mais on ne s'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. La prochaine sera la bonne. Mais pour vous dire combien il est important de travailler à l'avenir et puis de travailler à la base surtout pour permettre à ces jeunes-là
pouvoir intégrer l'équipe nationale et de nous qualifier à ces compétitions. Je suis optimiste dans tous les cas par rapport à cette discipline. Ça va venir, on vient d'arriver et on va surprendre. On termine ta chronique avec le badminton, le sud du pays pour vulgariser justement cette discipline. Pour cette campagne de vulgarisation du badminton dans le sud du pays, un stage a été organisé à Ziguinchor pour initier une trentaine de formateurs. Ils sont venus des 3 régions de la Casamance naturelle, nous dit Abdoulaye Sinkare. Faire de la Casamance un vivier de talent pour le badminton, c'est l'objectif de la Fédération sénégalaise chargée de cette discipline. Aujourd'hui, nous voulons que le badminton soit pratiqué par toute la population jeune et qui ont de la dextérité. Et aujourd'hui, au niveau du sud, nous avons aussi la chance d'avoir des jeunes qui sont assez dynamiques et assez forts pour jouer au badminton, qui demandent aussi vraiment une certaine capacité. Mais j'ose croire que d'ici sous peu, ces formés-là vont aller dans les clubs ou même créer des associations ou même le club Casasport, qui est un club pluridisciplinaire, peut ouvrir une session de badminton. Pour y parvenir, la fédération a choisi comme porte d'entrée les établissements scolaires. Avec cette session, une trentaine de professeurs d'éducation physique est enrôlée. La formation vise tout d'abord à aller dans les établissements scolaires, faire la promotion de la discipline, sachant que c'est une nouvelle discipline. La Fédération internationale de badminton a mis en place ce programme pour justement développer, vulgariser et faire la promotion de la discipline dans les établissements scolaires avec des enfants de 7, de 3 même, jusqu'à 15 ans. Mais quelle est cette discipline proche du tennis qui se joue avec ce projectile appelé volant? Le badminton déjà, c'est un jeu de raquette qui est le petit frère du tennis, qui se joue sur un terrain de 16,40 m sur 6,10 m. Et le principe, c'est de faire tomber le volant au niveau de la partie adverse. Alors, il se joue en simple, en double, tant chez les hommes que chez les femmes, et en mix, donc un garçon et une fille. Pour cette session, la Fédération sénégalaise a invité la Gambia Badminton Association. Senegal's Federation amul dara lu ñu organise like luy develop badminton ak Gambia bokk ci. Every time fu ñu organiser. La Fédération sénégalaise nous invite à toutes ces activités qui visent la promotion du badminton. Nous sommes très honorés de cette collaboration. La main dans la main, nous pouvons développer le badminton dans la sous-région. Hand in hand, ñu ngi lëkkaloo ñu ngi def lu nekk pour ñu ekkati badminton ci sous-région muy West Africa bu ñu nekkee. Dans sa mission de vulgariser la discipline, la Fédération sénégalaise peut compter sur l'accompagnement de la Fédération internationale. Nous avons présenté un plan stratégique de développement et sur lequel plan la Fédération mondiale nous accompagne dans ce qu'on appelle le plan héritage, legacy. Cet héritage nous permet d'avoir du matériel et récemment nous avons acquis 4 tapis de badminton et un lot de 30 kits scolaires équivalent à 600 raquettes et plus de 5000 volants. Et ce matériel va nous permettre de nous répandre cette formation et de doter les zones les plus reculées du matériel. Les JOJ de 2026 que le Sénégal a le privilège, je pense, d'organiser. On doit commencer le travail dès à présent. Essayer d'avoir des représentants au niveau de la région de Ziguinchor d'une manière particulière, mais aussi en général pour la région de toute la Casamance, pour qu'ils puissent représenter dignement, je pense, que le Sénégal lors des JOJ. C'est l'occasion aussi vraiment de remercier et de féliciter la Fédération en principe de badminton. Ce stage de Ziguinchor a réuni des participants venus de 3 régions de la Casamance. Au niveau national, le badminton a fini de s'implanter dans plus de 10 régions. Très bien, belle initiative parce que c'est une discipline méconnue et pourtant, bon, le tennis coûte cher, mais je pense que le matériel pour le badminton beaucoup moins, donc on peut vulgariser facilement cette discipline dans nos différents établissements scolaires. Tout à fait. Déjà, surtout au niveau des établissements scolaires, permettre à ces élèves-là d'être initiés au badminton, ça va nous permettre, comme on parlait tout à l'heure sur le futsal, de développer la discipline, tout à fait. De nous permettre de nous qualifier à toutes ces compétitions-là qui sont devant nous, mais surtout d'intéresser les Sénégalais les plus jeunes
à aller faire ce sport-là, qui est le badminton, qui est en train de se développer, surtout au niveau des régions, surtout au niveau des établissements scolaires. On leur offrira une place sur le plateau, non? Mais bien sûr, avec plaisir. Hein, oui. Surtout au président. Un plaisir de l'accueillir. Oui, absolument. Ban, tu peux gérer ça, n'est-ce pas? D'accord. Oui, vous connaissez cela. Hein. Nous sommes l'accompagnateur, les accompagnateurs plutôt des fédérations dites petites, hein, qui n'ont pas une certaine visibilité. Et donc c'est un devoir pour nous, pour qu'il y ait pour rétablir une certaine équité, d'accueillir ce genre de structure. Je crois que l'invitation lui est lancée. Ouais, et pourquoi pas même le vendredi prochain, Inch'Allah. Tout à fait. Voilà. Très bien. Votre présence. Tout à fait, Inch'Allah. C'est parfait. Terminer par présenter nos condoléances à la Fédération sénégalaise de pêche sportive avec le décès de son président, M. Abdou Godjouf, que son âme repose en paix. Oui, bon, je n'ai pas appris, mais merci de passer l'info ce matin et merci évidemment pour ces prières également. Allez, avant de passer à la rubrique invité, je voudrais vous inviter, j'utilise le même mot finalement, à réagir sur un sujet d'actualité. On a suivi le reportage de Dame Silla dans le journal télévisé de 20h au cours de cette semaine, qui revenait justement sur le non-respect du code de la route par les deux roues de manière générale. On a vu véritablement, et on le constate de plus en plus dans la circulation, que on les appelle parfois tchak-tchak, certains disent moto Jakarta. En tout cas, les motocyclistes posent problème aujourd'hui dans la circulation. J'ai même envie de dire certains, parce qu'il y en a quand même qui portent le casque, qui essayent de respecter le feu rouge, les ronds-points, en tout cas le code de la route de manière assez stricte. Mais dans la majorité des cas, on se rend compte que beaucoup ne le font pas. Et donc dans la circulation, on en arrive à des situations assez dramatiques parfois. Cela crée des accidents. Comment réguler et réorganiser tout ça? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Alors vous, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que c'est le même constat que nous également? Et que faut-il faire aujourd'hui pour régler, j'ai envie de dire, la situation? Je commence avec nos invités. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, mon cher Moustapha, avec les deux roues? Vous n'êtes pas vous-même un propriétaire de deux roues, non? Est-ce que non, si? Comment? Est-ce que vous avez une moto? Non, du tout. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette situation, vous constatez également que dans la circulation, il y a beaucoup de motos passées par là qui ne respectent pas le code de la route? Oui, en fait, je pense que cette situation, beaucoup d'entre nous l'ont constaté, puisque actuellement, nous voyons qu'il y a beaucoup de motos Jakarta à Dakar. Auparavant, c'était au niveau de Thiès. Mais actuellement, nous voyons que ça existe et aussi ça pose énormément de problèmes, puisque, entre parenthèses, les gens disent que les motos Jakarta ont pris le travail de ce que faisaient les taximans. Du coup, il n'y a pas un sentiment de... Je ne sais pas comment dire. Pardon, il n'y a pas un sentiment de pardon au niveau... Ils veulent le solde de leur compte, là. Voilà, il n'y a pas un sentiment de pardon au niveau de la route. Du coup, je pense que les motos Jakarta doivent se munir des protections pour éviter des accidents ou bien même d'autres trucs qui peuvent nuire à leur santé. C'est vrai qu'au début, c'était pour la livraison de marchandises. Ce qu'on faisait, c'est se faire livrer très rapidement parce que ça va plus vite avec les motos, les embouteillages, c'est compliqué à Dakar. Mais maintenant... D'où le nom tchak-tchak. Tchak-tchak. Non, mais maintenant, c'est le transport de personnes. Hein. Il y a même des endroits où vous allez et vous prenez justement ces motos pour vous déplacer. Ça va plus vite, mais en même temps, comme on disait, il y a certains préalables. Par exemple, le port du casque, n'est-ce pas, Issatou? Totalement, je suis totalement d'accord, mais je pense aussi qu'il faudrait peut-être refaire le code de la route ou peut-être étendre les routes pour laisser plus d'espace, parce que, bon, je pense que c'est quand même un moyen de transport qui aide la communauté, et puis comme ça va quand même assez rapidement. Donc, peut-être trouver un moyen de les intérioriser dans le système, puis trouver des solutions à leur... Quelle solution, finalement? C'est vrai que c'est utile. Hein. Il faut le reconnaître. C'est utile. Ça va plus vite avec eux. Mais en même temps, dans la circulation... C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Il clignote à gauche, tourne à droite. Non, le feu est rouge. De l'autre côté, c'est vert. Lorsque vous démarrez et que vous avez la priorité, il faut faire attention parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Tout à fait. Moi, j'ai tellement peur de ces engins-là que durant mes 8 années à Ziguinchor, je n'ai jamais pris de moto Jakarta. Jamais? Jamais. Tu n'as jamais vécu cette expérience? J'ai tellement peur de ces deux roues-là. Même pour
prendre le vélo, aller à la station, revenir, c'était tout un problème. Donc, il faut que je t'invite à Lomé. Parce qu'à Lomé, à Cotonou et au Burkina, oui, non, là, ils portent le casque. C'est obligatoire de porter le casque. J'ai vu qu'ils portaient obligatoire, parce que derrière, il y a évidemment les forces de l'ordre qui vous arrêtent aussi. C'est vrai qu'il y a des opérations coup de poing de temps en temps pour ces motos-là, qui ont aussi l'obligation d'avoir une immatriculation. C'est obligatoire maintenant. Mais tout ça, on ne respecte pas. Non, eux, ils pensent que les règles, en tout cas, du code de la route ne s'appliquent pas à eux. Hein? Il y en a qui pensent réellement. Hein? Ils pensent que pour eux, ce n'est pas une obligation de respecter donc le code de la route. Ce qui fait qu'ils font ce qu'ils veulent. Le plus important pour eux, c'est d'arriver à destination. Et généralement, ils n'arrivent pas à bon port. Voilà. Parce qu'il y a pas mal d'accidents. Malheureusement. Voilà, je pense que c'est une redondance même de le dire. Il y a le taux d'accident concernant les motos Jakarta est effarant. Voilà, je crois qu'il y a même des structures de santé publique. Si je prends l'exemple de l'hôpital régional de Thiès, il y a même une salle qui leur est attribuée. On appelle la salle Jakarta. Salle Jakarta, tout simplement. Pour faire face aux urgences liées aux accidents, donc concernant les deux roues. Comme quoi, vraiment, l'urgence, elle est là. Maintenant, l'État central aussi est un peu coincé sur les bords. Parce que vous vous souvenez, je pense qu'il y a un an, je crois bien, sur ce plateau, on avait parlé un peu de la législation. Est-ce qu'on doit interdire de façon drastique donc, la circulation de ces deux roues? Moi, j'avais dit non. Parce que ce n'est pas possible. Parce que ces jeunes-là, pour la plupart, ils gagnent leur pain quotidien. Exactement. Mais ce n'est pas une raison également pour qu'il y ait un certain laisser-aller. Il faut réguler. Il faut réguler tout cela. Et en quoi faisant? En leur imposant, par exemple, certaines normes de sécurité, en leur imposant, par exemple, également l'immatriculation de leur moto. Et cela, quand même, ferait même quelques rentrées d'argent pour le trésor public. Parce que si chacun d'entre eux s'acquittait au moins, ne serait-ce que d'une petite taxe, même si c'est 1000 francs la semaine, ce serait quelque chose quand même pour le trésor public. Et voilà, vous pourrez même mieux les prendre en charge, parce que c'est des pertes sèches pour le trésor public par rapport à la prise en charge en cas d'accident. Mais également, les embouteillages à Dakar, ça aussi, c'est beaucoup de pertes d'argent pour le pays. Donc je pense qu'il faudrait réunir tous les acteurs. Voilà, dans une démarche pédagogique, leur faire savoir les conséquences liées quand même à ce mauvais comportement-là, à ces mauvais comportements sur la route. Ils ont des structures. Et puis aussi, autre chose, par rapport à la sécurité publique. On est dans un pays, bon, c'est vrai, nous ne sommes pas en vase clos, on est frontalier, il y a beaucoup de jeunes qui viennent d'ailleurs, qui sont ici au Sénégal et qui sont dans cette activité. Est-ce qu'on doit leur laisser la possibilité aussi de venir comme ça, vous débarquez à Dakar, vous avez votre moto de Jakarta, et vous êtes et justement, ça me permet de poser une question à Lune, si tu permets. Quel genre de capital voulons-nous en réalité? Ça aussi, il faut réfléchir à cela et aller dans ce sens et réguler les choses. Quel genre de capital est-ce que nous voulons? Fixer des limites, est-ce que nous voulons que Dakar fixer des limites de ne pas accéder au centre-ville? C'est ça. Il y a des gens qui ont proposé cela. À certaines zones de la capitale. Ça peut être une piste de solution. Mais également d'avoir des papiers pour pouvoir exercer ce genre d'activité. Je ne sais pas si vous êtes un Sénégalais ou bien un étranger, mais au moins que vous puissiez quand même brandir des papiers en bonne et due forme. Comme pour les voitures, comme pour les véhicules. De sécurité. Absolument. De sécurité également. De sécurité publique, qu'ils s'acquittent de taxes, comme tous les autres automobilistes aussi, comme les automobilistes. Je pense qu'en le faisant ainsi, on pourrait au moins peut-être tant soit peu, amoindrir les dégâts liés donc à cette activité des deux roues dans notre capitale. Mais on ne peut pas continuer quand même à observer et ne rien faire. Ça va être extrêmement difficile, après bientôt, avec la circulation du BRT, de pouvoir rouler dans Dakar. Mais c'est qu'ils empruntent déjà les voies du BRT. C'est ça. Et lorsqu'il y a, parce que même pour le BRT, il y a des feux tricolores qui ont été installés, mais ils ne respectent pas. Donc moi, j'ai tellement peur, je me dis, vers quoi allons-nous? Vers des accidents encore plus graves. Donc il faut réguler. Il y a cette proposition qu'on puisse limiter un tout petit peu l'activité dans la périphérie ou en banlieue. Je crois qu'il y a des pistes de solutions. Et ce qui n'est pas négociable, c'est le port du casque. Et l'immatriculation. Et l'immatriculation, merci. Ça, c'est pas négociable. L'autoroute, et puis derrière, il n'y a pas de casque. Et il faut voir de quel côté est-ce qu'ils roulent quand ils sont sur l'autoroute. Ça peut être à gauche, comme à droite, au milieu. Non, maintenant, c'est compliqué. On adopte de nouveaux réflexes quand on est automobiliste ici à Dakar. Généralement, vous êtes plus attiré par votre rétroviseur gauche. Mais maintenant, surveillez les deux. C'est les deux. C'est les deux, c'est ça, tout à fait. Parce que au niveau de ces Jakarta, des fois tu vois des Jakarta
il n'y a pas de rétroviseur. Ah, bah oui. Il n'y en a pas. Parce qu'ils disent que... Ils enlèvent, hein? Ils vont enlever tous les rétroviseurs. Ah oui? Ça les gêne. Ça les gêne? Il y a lieu de s'arrêter, réfléchir et trouver des solutions. Il y a de grands pays qui ont des millions et des millions de deux roues qui circulent dans de grandes villes, mais quand même tout est bien régulé. Oui, voilà. Et qui portent même des tenues pour être bien identifiés et tout ça, avec des numéros d'immatriculation. Il y a lieu de réfléchir davantage à cela, bien sûr. Merci à tous pour vos commentaires ce matin. On avance maintenant. Première partie de la rubrique invitée juste après ceci. Aïssa Toudjian répond à nos questions maintenant. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professionnel en santé mentale et diplômé de l'Université de Montréal. Vous venez ce matin nous parler de gestion des émotions, de l'autocompassion. Alors, première question, pourquoi avez-vous décidé de vous spécialiser en santé mentale à Montréal? Et parlez-nous un tout petit peu de votre choix et de cette spécialité. Okay. Alors, initialement, mon orientation première n'était pas la santé mentale. J'étais en sciences sociales, puis au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon cursus, moi-même, je vivais certaines situations qui ont attisé une certaine curiosité de vouloir comprendre les émotions que je ressentais, les choses qui m'arrivaient. Donc, c'est de là que le sentiment, la curiosité est née, l'intérêt. Donc, je me suis spécialisée en ça. Puis, je dirais que mes expériences de travail m'ont beaucoup éduquée sur le sujet. Puis, j'ai beaucoup appris en gestion de crise et en relation d'aide. Donc, c'est ça. Ok. En tout cas, j'ai constaté que votre thérapie phare reste l'autocompassion, la gestion des émotions. Hein? Oui. Alors, quelle est l'importance aujourd'hui de cette thérapie pour les professionnels de la santé mentale, la professionnelle de la santé mentale que vous êtes? Pourquoi vous êtes vraiment focalisé sur l'autocompassion? Et qu'est-ce qu'elle renvoie à quoi, l'autocompassion? Je ne veux pas me limiter à une description, une définition littérale. Totalement. Alors, l'autocompassion, pour moi, c'est la bienveillance envers soi-même. C'est vraiment développer une certaine relation avec soi pour pouvoir se donner de l'empathie. On a, en général, une certaine facilité à ressentir de l'empathie envers un proche qui vit une situation quand même assez difficile. Ouais. Puis, ça relève d'identifier ses émotions et de savoir se parler. Ça peut paraître un peu fou, mais se parler permet de comprendre nos lacunes, nos émotions qu'on vit, comment on peut évoluer pour atteindre notre résilience. Donc, c'est dans ce sens-là que je parle d'autocompassion, être là pour soi-même, être capable d'identifier ses émotions et être capable de se sortir d'une situation difficile pour évoluer. Se parler comment? On vous prendrait bien pour un fou dans notre société. Se parler à soi-même devant un miroir, comment? Il y a parler à soi-même. On peut se parler à soi-même devant un miroir. Moi-même, je le fais. Mais souvent, c'est à travers l'écriture. L'écriture, ça aide beaucoup, mais une écriture qui est suivie d'une auto-évaluation. Donc, c'est-à-dire écrire ce qu'on ressent, puis peut-être fermer la page, revenir le lendemain, lire ce qu'on a écrit, puis faire une introspection, en fait, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent. Donc, c'est à travers l'écriture qu'on est capable de pouvoir identifier et de pouvoir développer cette résilience-là. Alors, de retour au Sénégal, vous avez organisé quelques séances, mais surtout au profit des jeunes de Ziguinchor. Oui. Alors, pourquoi ce choix-là de ces jeunes-là du sud du pays et de quel traumatisme ils souffrent généralement? Alors, j'aimerais bien contextualiser. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de Déclic Sud, donc Monsieur Salif Kanouté. Qui était à votre place il y a de cela juste quelques jours. Hein? Oui. Puis, à travers des échanges, on s'est rendu compte qu'on avait des intérêts communs. Puis, il m'a invité en immersion. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai eu à aller là-bas. Puis, les jeunes étaient sélectionnés en fonction des manifestations violentes qui ont eu lieu dernièrement à l'avènement de l'élection. Donc, c'était des bootcamps de déconstruction qu'ils organisaient dans des écoles. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai eu à échanger avec des jeunes qui avaient
des problématiques, notamment la perte de proches. Le deuil, ça revenait souvent. Il y avait également le conflit casamançais qui a généré des traumatismes. Il y a beaucoup qui ont fait face à des horreurs. Donc, c'est des choses qui restent dans la mémoire, dans la conscience. Donc, c'était surtout ça. Mais sinon, il y avait aussi des problématiques d'estime de soi. Donc, c'est dans ces contextes-là que j'ai eu à intervenir. Et quelle était leur réaction par rapport à cette thérapie, on va l'appeler ainsi, que vous leur avez proposée? J'aimerais d'abord dire que c'était comme un cercle d'échange. Donc on discutait un peu de la santé mentale. Définir la santé mentale, c'est quoi la santé mentale? C'est important de dire que c'est le bien-être psychologique pour permettre aux personnes de comprendre d'abord. Puis à travers les échanges, on a fait de la méditation, autant pour moi. Puis c'est à travers cette méditation-là, le fait de créer un espace dans lequel on peut se retirer quand le monde externe devient trop intense pour nous, qui fait qu'ils se sont retrouvés avec eux-mêmes, puis ça les a permis d'avoir un calme. Puis ce qui arrive, c'est que souvent, au Sénégal, on n'a pas le cadre de pouvoir parler de ce qu'on ressent. Donc juste le fait de pouvoir parler à quelqu'un qui comprend ce qu'on ressent, sans nous juger, ça nous délivre quelque part. Fait que c'est ça. Ok. Aziz, juste par rapport au nombre, vous êtes combien au Sénégal pour pouvoir parler à cette jeunesse-là et puis leur faire comprendre aujourd'hui que la gestion des émotions, c'est important? Pour le moment, moi, je suis seule, donc là, j'espère pouvoir rencontrer d'autres... spécialiste en gestion des émotions. C'est ça. J'espère pouvoir rencontrer d'autres personnes qui sont dans ce domaine-là aussi, parce que c'est important. Je pense qu'une jeunesse qui est guérie est capable d'aller vers le développement. Puis, faut être bien mentalement pour être productif. Donc, voilà. Est-ce qu'il vous arrive également d'aller au niveau des centres psychiatriques et autres? Pas encore, mais j'aimerais parler de l'approche psychosociale qui est un peu différente des psychiatries. Pour moi, l'approche que j'adopte, l'approche psychosociale, c'est vraiment aller responsabiliser la personne, puis l'accompagner dans son trauma. Puis je suis un peu contre la médication. Donc, venir voir un spécialiste qui te donne de la médication, je pense que c'est pas quelque chose qui règle un problème. Je pense que les jeunes ou les personnes qui vivent des traumatismes ont besoin d'être dans un cadre où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent mettre des objectifs et leurs moyens pour guérir et développer la résilience qu'il faut. Donc, la médication, c'est vraiment la dernière étape, à votre avis? C'est-à-dire quand on n'a plus d'autres solutions, là, on peut se tourner vers ça, mais avant, il faut essayer d'autres thérapies comme la vôtre, par exemple. L'approche psychosociale dont vous parlez, c'est ça? Totalement. Je suis un peu contre la médication parce que je trouve que ça peut dénaturer la personne, mais également, dans le long terme, je ne pense pas que c'est aidant. Alors, souvent, on le dit, il y a ce terme wolof, d'off-douer, comme pour dire qu'on ne guérit jamais pratiquement d'une maladie mentale. Comment vous trouvez en tout cas un tel jugement de la société sur ces malades-là, sur cette couche vulnérable de la société? Est-ce que vous est arrivé dans vos différentes expériences de vous rendre compte un peu peut-être de la véracité de cette assertion populaire? Je ne sais pas, je veux bien avoir donc la parole de l'homme de science que vous êtes. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être nuancer. Je pense qu'une personne qui se fixe l'objectif de vouloir évoluer et de se sortir d'une situation peut guérir. Donc, pour moi, ça réfute un peu l'hypothèse d'off-doer. Et c'est sûr que les personnes qui ne guérissent pas n'ont pas les moyens ou n'ont pas le cadre pour le faire. Donc, j'ai pas, dans mon expérience personnelle, en tout cas avec quand j'étais au Canada, puis l'expérience que j'ai eue, les personnes que j'ai eu à côtoyer avec les objectifs et les méthodes qu'ils avaient, ils arrivaient à fleurir, à aller à autre chose. Donc je pense qu'il y a une possibilité de guérir quand on se donne la motivation et la volonté. Je pense que tout repose sur la volonté dans la vie. Mais à condition aussi d'avoir peut-être quelqu'un qui serait là à votre écoute. Exactement. C'est ce qui n'est pas le cas malheureusement parce qu'il y a peu de spécialistes en santé mentale aussi. Exactement. Dans notre pays. Cela me permet juste de vous poser cette question sur la place qu'occupe la santé mentale dans notre dispositif de santé. Comment vous la trouvez, cette position-là de la santé mentale? Qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport comparé au Canada? C'est vrai que
les moyens ne sont pas les mêmes. Totalement. Mais ça pourrait être véritablement une source d'inspiration aussi pour les autorités de santé du Sénégal. Totalement. Moi, mon rêve, c'est vraiment qu'il y ait un volet donc, psychosocial au niveau du ministère de la Santé. Vraiment développer des structures, des infrastructures où les personnes pourront aller parler à des spécialistes qui n'est pas orientés vers la médication, par exemple. Donc, pour répondre à la question, je trouve que la place qu'on accorde à la santé mentale, elle est vraiment minime. Puis souvent, en général, les personnes pensent que c'est une culture européenne ou c'est une culture importée. Oui, c'est vrai. Alors que je pense que qu'on soit blanc, noir, asiatique, on vit toutes les mêmes choses, on traverse toutes des situations difficiles, puis on a toutes les mêmes émotions. Donc, c'est ça. Je pense que c'est important de guérir la jeunesse et d'être là pour la jeunesse et les autres personnes pour qu'ils puissent avancer. J'ai une toute dernière question, peut-être en 1 minute, parce qu'il est 7h32. Okay. Les jeunes se tournent davantage vers les réseaux sociaux maintenant, et pas que les jeunes. Hein. Ouais. Finalement, on a l'impression que c'est devenu une forme de thérapie. Un refuge, quoi, finalement. Alors, pour les problèmes, pour les difficultés de tous ordres. Est-ce que vous pensez que ce soit une bonne chose ? Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, mais je pense que souvent ce qui arrive, c'est que, par exemple, une personne qui est frustrée peut être sur les réseaux sociaux et véhiculer, par exemple, de la violence. Souvent aussi, quand on n'a pas assez de support, on peut se mettre à raconter un peu toute notre vie, puis des fois ça peut mener au suicide. Donc je pense que les réseaux sont pas nécessairement bons parce que l'énergie qu'on reçoit des fois n'est pas positive, puis l'énergie qu'on donne non plus peut ne pas être tout aussi positive. Donc je pense qu'il faut s'entourer de personnes qui sont capables de nous écouter. L'écoute active, je pense que c'est vraiment important pour pouvoir se soulager. Alors, je ne sais pas si tu permets une petite question, parce que j'aimerais bien recueillir l'avis de la spécialiste africaine donc de la maladie mentale, mais sous l'aspect un peu traditionnel. Comment vous qualifieriez, disons, le ndeup, par exemple, hein, on est un pays lébou, hein, on sait que souvent on a recours au ndeup pour guérir certains malades mentaux. Est-ce que vous pensez que cela peut faire son effet sur les malades, que cela, on doit lui accorder l'importance, le ndeup par exemple? Je pense qu'on devrait lui accorder de l'importance, mais il s'agirait peut-être de démystifier le ndeup puis déconstruire les mentalités sur ce que c'est. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup approcher ces communautés, mais m'informer en fait de ce qu'ils font exactement. Je pense qu'il faut aller vers les personnes, se doter de connaissances pour pouvoir savoir exactement ce que c'est. Donc je pense que ça a la capacité de guérir. Peut-être que c'est différemment et il y aura certainement des personnes qui sont un peu réticentes à l'idée, mais peut-être que s'informer sur le sujet, ça serait déjà une bonne initiative pour comprendre ce que c'est. Donc on doit l'intégrer dans notre dispositif de thérapie. Je pense qu'on devrait probablement l'intégrer, mais il s'agirait d'abord d'approcher ces personnes puis comprendre réellement ce que c'est. Et ensuite, s'il y a moyen de le pallier avec l'appui psychosocial. Parce que je pense que ce qu'ils font, c'est culturel, c'est riche, puis ça a guéri des personnes, donc pourquoi pas. Merci beaucoup. J'espère que le retour définitif au pays sera pour bientôt. Oui, ça sera pour bientôt. Vous l'envisagez ou bien j'espère qu'on pourra vous récupérer parce que la fuite des cerveaux, quand même, on en a vraiment assez. Et le Sénégal a besoin de talents, de diplômés, de spécialistes comme vous. Mais je compte rentrer bientôt. Pour sa construction. Je compte rentrer bientôt. J'espère vraiment que la santé mentale aura une place dans le système de santé. Donc voilà. En tout cas, vous serez la bienvenue. Une plus grande place dans tous les cas. Certainement, on aurait même dû recueillir l'avis de M. Diop. Je sais que beaucoup d'inventeurs, à le début, ont été taxés de fous. Beaucoup d'inventeurs. Hein. C'est vrai. C'est inscrit à l'histoire, beaucoup d'entre eux. Quand on s'enferme pendant des années. C'est après, plus tard, qu'on a découvert qu'en vérité, c'était des génies. Travailler sur des choses importantes. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau de la matinale Kéliba. Il y a beaucoup de bienveillance dans votre voix. Ça aussi, peut-être que c'est important quand on veut aller vers ça. Vous êtes très posé, c'est rassurant. On n'a pas souvent ça. Parfois, on est très euphorique et ça fait qu'on n'a pas le temps d'écouter les autres. Peut-être qu'on devrait commencer à travailler gérer comme ses émotions sur le plateau. 7h36, petit extrait du clip du jour. Dans un moment, le bulletin d'info, dans la dernière partie, nos ingénieurs nous parleront justement de ce drone que vous avez découvert en début
début d'émission et qui va probablement révolutionner notre agriculture. À tout de suite. C'est ça. Pour une première en terre étrangère, depuis son arrivée au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye a choisi la République islamique de Mauritanie. À son arrivée à Nouakchott, le chef de l'État a été accueilli par son homologue, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Une chaleureuse bienvenue sous les honneurs militaires. Le choix de la République islamique de Mauritanie est à inscrire dans la continuité du renforcement des liens historiques de bon voisinage et de brassage socio-culturel entre les deux pays. À l'aéroport international de Nouakchott, le président mauritanien a mobilisé le gouvernement pour réserver un accueil chaleureux à son hôte. Président en exercice de l'Union africaine, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani incarne l'idéal panafricain. C'est pourquoi des diplomates accrédités étaient à l'accueil du président Bassirou Diomaye Faye à Nouakchott. Le chef de l'État et son homologue mauritanien ont eu un premier entretien au pavillon présidentiel. Un second tête-à-tête aura lieu au palais présidentiel de la République islamique de Mauritanie. À Nouakchott, la communauté sénégalaise établie sur place n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Ils sont mobilisés pour souhaiter la bienvenue au président Bassirou Diomaye Faye et lui exprimer l'honneur qu'ils ont de l'accueillir en terre mauritanienne. Le partenariat stratégique entre le Sénégal et la Mauritanie est marqué par le gisement partagé du champ gazier Grand Tortue Arméine, dont l'exploitation prochaine est très attendue par les deux pays. La coopération touche également les domaines des infrastructures et du transport, marqué par l'exécution des travaux du pont de Rosso devant relier les deux villes jumelles. La coopération dans le domaine de la pêche n'est pas en reste. Les deux pays sont liés par plusieurs accords visant à faciliter l'activité des pêcheurs pour la satisfaction de la demande nationale. Au cours de leur entretien, les deux présidents ont donc abordé les grands dossiers essentiellement liés à la coopération bilatérale. En présence de leurs délégations respectives, les deux chefs d'État ont convenu d'œuvrer ensemble de manière constante à la consolidation des liens privilégiés qui unissent le Sénégal et la République islamique de Mauritanie. Découverte du pétrole et du gaz, un heureux événement pour le Sénégal, même s'il se pose encore la question des risques inhérents à leur exploitation. Certes, il faut se féliciter d'avoir ces ressources minières, mais encore faudrait-il intégrer les problématiques liées à la gestion des émissions de gaz à effet de serre et de méthane. Là-dessus, l'Institut de bonne gouvernance des ressources naturelles énergie appuie sur la sonnette d'alarme. En tant que nouveau producteur de pétrole et de gaz de Sénégal, a cette chance et cette opportunité unique d'anticiper sur les mécanismes de gestion des émissions de gaz à effet de serre
Parmi ces émissions de gaz à effet de serre, les études ont démontré que le méthane constitue un des gaz les plus réchauffants qui est émis lors des opérations pétrolières et gazières. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui n'est pas à négliger. Jusqu'ici, le débat, c'était plus sur le CO2 avec les impacts sur le climat. Mais le méthane est un gaz à effet de serre très puissant. Plus puissant même que les impacts négatifs du CO2 parce que c'est 80 à 90% plus puissant que par exemple le CO2 si on prend des évaluations ou bien des simulations sur par exemple une durée déterminée. Il y a urgence donc. Le monde, et particulièrement les pays africains, font face aux effets les plus dévastateurs du changement climatique. Les acteurs de la gouvernance des ressources naturelles s'érigent en sentinelles de l'environnement. Aujourd'hui, avec Energia, nous considérons qu'il est important que nous autres acteurs, que ce soit de la société civile et des médias, parce que nous avons la particularité de pouvoir façonner la conception et la perception collective des citoyens sur ces phénomènes. Donc nous considérons qu'il est important qu'on puisse au moins échanger sur tous les enjeux de la question des émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir au moins nous déployer à l'endroit d'abord de l'État pour qu'il puisse façonner les politiques publiques en ce sens, mais ensuite à l'endroit des communautés pour qu'elles puissent porter au moins le plaidoyer elles-mêmes de comment les activités extractives pourraient impacter leur quotidien. Cela est d'autant plus important qu'avec la nouvelle norme ITIE 2023, il appartient aux médias de jouer le rôle de veille et d'alerte sur la nécessité de mettre en œuvre des stratégies de réduction de ces émissions. Je pense qu'en tant que journaliste, il faudrait que les acteurs des médias, et principalement les journalistes, s'approprient ces questions, les dissèquent et les démystifient pour permettre au plus grand nombre de Sénégalais, aux communautés, de s'approprier eux aussi de ces questions. La prise de conscience des enjeux climatiques reste encore faible au Sénégal. La question des émissions est un enjeu économique, un enjeu de développement. Le ballet national du Rwanda, un ensemble artistique d'une virtuosité remarquable. À travers cette danse et ses sonorités, il transmet l'essence de la culture rwandaise. Le public du Massa s'offre ainsi un voyage au cœur des traditions et coutumes ancestrales du pays des 1000 collines. Ce riche patrimoine culturel est la recette magique de son développement économique. Le génocide fait partie de notre histoire. Nous la portons en nous. C'est notre passé, c'est notre mémoire dans laquelle nous allons rester ancrés tout en vers le futur. Donc vous avez posé la question de la culture. La culture permet de nous réconcilier les uns avec les autres, de retourner à nos sources de qui nous sommes en tant que Rwandais, avant toutes les divisions ethniques qu'il y ait pu avoir. Et aujourd'hui, la culture aussi nous enseigne à regarder vers le futur et nous montrer qu'en fait, nous sommes capables de résilience, de développement économique, mais nous sommes aussi ouverts au reste de l'Afrique et au reste du monde. Et c'est cette culture qui attire les peuples à venir vers nous. À travers les différentes facettes de sa culture, le Rwanda inspire le continent et reste un modèle éclatant du dialogue des peuples et du rayonnement économique en Afrique. Cette rencontre vient renforcer le partenariat déjà solide qui existe entre la RTS et la GRTS. En prélude au sommet de l'OCI qui se tiendra les 4 et 5 mai prochains, c'est acté. Les équipes des deux chaînes de télévision vont travailler en étroite collaboration pour la réussite de l'événement. Cet événement nécessite un important dispositif technique dont la GRTS ne dispose pas. C'est pour cette raison que nous nous sommes adressés à la RTS. Nos collaborations ont toujours été couronnées de réussite. Nous avons foi en l'expérience de la RTS. Ce dispositif, qui sera surtout technique, permettra aux deux structures de travailler en étroite collaboration afin de rehausser l'éclat de l'audiovisuel public. Ils ont besoin de notre car HD, le grand car HD, avec tout le matériel qui vient avec, c'est-à-dire la régie mobile qui vient, le matériel de transmission, le matériel, l'énergie. Donc tout cet ensemble
de production doit aller en Gambie avec toute l'équipe de la RTS pour un séjour. Le premier groupe qui quitte Dakar dans la semaine du 25, c'est-à-dire la semaine à venir, et à l'autre semaine de prod qui arrive tardivement au plus tard pour le 29 pour que les choses puissent démarrer. La collaboration entre la RTS et la GRTS ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un groupe de Gambiens qui était là en fin d'année pour une formation de 2 groupes déjà, mais il y a un autre groupe aussi. Il y a d'autres groupes qui doivent venir, imprégnation, voir comment on travaille. Tout ça, c'est dans le cadre de la collaboration entre la GRTS et la RTS. Les directeurs techniques des 2 chaînes de télévision se réjouissent des potentielles retombées positives de ce partenariat. La Gambie et le Sénégal, 2 pays amis très liés. D'ailleurs, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectuera une visite ce 20 avril à Banjul. C'était le bulletin d'info. Bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. La matinale se poursuit. Et en plateau, de 2 jeunes ingénieurs maintenant. Adama Ndiaye qui nous a rejoint pour la dernière partie de cette émission. Et à ses côtés, il y a Moustapha Diop. Messieurs, merci encore une fois d'être avec nous ce matin. Et derrière vous, tout juste à côté, il y a cet engin, votre drone, que vous êtes venu nous présenter ce matin. AgriDrone Vision, c'est le nom de, on va dire, de la start-up qui porte ce projet-là. Le nom éponyme, en fait. Hein. Voilà, du drone et de la start-up. Et ça dit tout, finalement, c'est ça. C'est ça. Comment vous en êtes arrivé là, quelque part, finalement? Comment vous êtes-vous rencontrés et puis comment est né ce projet? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, le projet, c'était un projet de classe, puisque en décembre 2021, nous nous sommes rencontrés à l'ESP, tout en étant tous en première année en licence 1. Et comme étant des jeunes motivés, nous voulions apporter quelque chose de nouveau au niveau du Sénégal, mais auparavant, on ne savait pas où est-ce qu'on va appliquer une technologie. Et maintenant, à cette époque, on avait aussi une vaste idée de ce que pourrait être le problème des agriculteurs. Du coup, on a dit que pourquoi pas se lancer dans l'agriculture et aussi apporter quelque chose de nouveau, vraiment quelque chose de révolutionnaire qui vont permettre à nos agriculteurs de sortir de leurs problèmes et aussi d'atteindre plus tard, Inch'Allah, le Sénégal, l'autosuffisance alimentaire. Et maintenant, c'était dans ce cadre que nous avions un mentor du nom de Mohamed Sy. Il nous a accompagnés pendant une longue délai. Et maintenant, à l'époque, l'ESP, c'est pas à l'époque d'ailleurs, c'est chaque année, l'ESP organise le salon du polytechnicien. Et on a eu à participer à ce salon 2022 et on l'a remporté. Et c'est là que nous nous sommes dit que, bon, ce projet, c'est un projet vraiment très innovant, puisque le salon, il y a pratiquement même les ingénieurs qui sortent de l'école qui participent et on a remporté le premier prix. Donc on s'est dit que bon, ça c'est un bon début. Et maintenant, on va continuer de faire focus sur ça. Le prototype est là. À Lyon, on a les images. Hein. C'est comme ça que ça... C'est bien, en fait, que ça marche. Le drone. Hein. C'est celui qui est sur le plateau qu'on pilote là, sur les images. C'est exactement ça. Non, je pense qu'il a un peu pris les images, mais à peu près c'est le même principe. Oui, c'est le même principe, voilà. D'accord. Exactement. Alors, au tout début, vous étiez une vingtaine dans le projet. Oui, effectivement. Au final, 5 sont restés. Ils ont cru, ils sont allés au bout de leur projet. Et aujourd'hui, cela vous vaut quand même cet honneur-là, l'honneur de présenter cette trouvaille au Sénégal. Il a fallu être résilient, hein, plein d'abnégation plutôt pour nous proposer cela. Effectivement. Donc, il faut savoir qu'avoir ce genre de projet au Sénégal, nous avons rencontré énormément de contraintes. Donc, c'était pas facile. Par exemple, actuellement, nous maîtrisons cette technologie de drone, mais tout au début, c'était difficile. Nous ne savions même pas, par exemple, là où commencer. Mais là, en ce moment, il faut savoir que par rapport au nombre qui s'est diminué, ce sont les plus résilients qui sont restés. Tout à fait. Donc voilà, ceux qui croyaient le plus au projet, autant pour moi, c'est vraiment ceux-là qui sont restés, quoi. Effectivement. Et généralement, ça se passe toujours comme ça. Hein. Vous étiez combien exactement? 20 combien? 23? 23, une vingtaine. Au début, une vingtaine. Et finalement, 5. L'histoire bégaye toujours. L'histoire de l'invention, les inventions. Les grandes inventions, c'est toujours comme ça. Hein. Ouais. Voilà, la prochaine étape. Et puis, voilà, 1 ou 2 au final. Voilà. La prochaine étape, finalement, après ce prototype, c'est quoi pour vous? Il faut savoir...
que nous l'avons déjà entamé. Donc, nous avons commencé notre implantation dans la zone des Niayes, où vraiment on a commencé à être actif. Déjà, tout au niveau de recherche, disons, nous étions à la rencontre des agriculteurs de cette zone pour un peu baser notre prototype sur leurs problèmes et adapter, disons, cette technologie à leurs problèmes. Donc, voilà, c'est un peu sur cette base. Et vraiment, l'objectif, c'est vraiment de commencer la prestation de services. Donc, on a effectué les phases de test sur les champs. Les vidéos sont apparues. Nous avons vraiment effectué les phases de test. Et vraiment, les agriculteurs, ils trouvent leur compte. Ils voient vraiment l'efficacité. Parce qu'il faut savoir que nous apportons une solution à un problème. La majorité des agriculteurs, le problème majeur, ce sont les faibles rendements. Donc, voilà. Et les faibles rendements, ils sont dus parfois à l'inefficacité de certains moyens de traitement, de pulvérisation, mais également à la détection tardive des maladies. Et disons, par exemple, avec les moyens de traitement manuel de pulvérisation, l'agriculteur prend énormément de temps. Bien sûr. Par exemple, pour traiter 1 hectare, il peut prendre 1 à 2 jours, alors que notre machine est capable de la faire en 1 heure ou 2 heures. Donc vous voyez vraiment la différence. Bien sûr. Cette détection tardive des maladies dont je parlais également, avec notre fonction de télédétection, l'agriculteur a en temps réel un état de santé des cultures en temps réel. Donc vraiment, ça apporte un gain de temps énorme sur la production. Et nous pouvons même là fixer que AgriDrone Vision permet à l'agriculteur d'augmenter son rendement de 30%. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que ce drone-là, il est basique en fait? Le fonctionnement, il est simple, simplifié pour qu'il n'y ait pas trop de temps à consacrer également à la maintenance et tout cela. Quand on connaît les réalités aussi, même climatiques aussi du pays, où ce genre de matériel souvent se gâte rapidement. Il faut savoir aussi que on a fait de telle sorte que, puisque nous tous nous savons que la majeure partie des agriculteurs sénégalais ne maîtrisent pas assez la technologie nouvelle. C'est-à-dire ils ne pourront pas utiliser le drone si c'était un peu plus compliqué. Hyper sophistiqué. C'est ça. Exactement. C'est pour cette raison que nous avons rendu très facile l'utilisation. On a tout pratiquement programmé. Donc il suffit juste d'appuyer sur quelques boutons et aussi parce qu'au niveau de la télécommande, qui se trouve derrière là-bas, au niveau de la télécommande, tu vas pouvoir voir ton champ par ton téléphone. Et maintenant, tu vas pouvoir localiser les zones que tu veux pulvériser. Et ensuite, top sur un bouton et ça va faire le travail directement. Donc ça, même un serrure pourrait le faire. Exactement. Je vais vous inviter à récupérer la télécommande, comme ça on peut la voir, Moustapha. Elle est juste là, donc vous pouvez vous déplacer et aller la chercher. Moi, j'ai pensé que le modèle économique, ce serait plutôt de faire appel à votre start-up, AgriDrone. C'est-à-dire, moi, je suis agriculteur, je suis l'un de Dakar, j'ai des difficultés, je fais appel à AgriDrone, vous venez avec ce drone et puis vous le pilotez, vous arrosez, vous réglez les problèmes et vous repartez. Effectivement. Oui, ça aussi c'est une solution, c'est vrai. Effectivement. C'est-à-dire qu'on vous sollicite selon les difficultés, voilà, vous vous déplacez vous-même, non? Oui, parce que le modèle économique, c'est comme vous l'avez dit, en fait, on fait de la prestation de services. C'est ça. C'est ça, oui, parce que les gens ne pourront pas acheter les drones. Donc, du coup, nous proposons actuellement avec les agriculteurs de la zone des Niayes une prestation de service. C'est-à-dire, tu nous appelles, tu as besoin qu'on te pulvérise un temps d'hectare. Ensuite, on vient tout simplement, on effectue le travail. Ensuite, il y a une rémunération derrière, quoi. Et vous avez commencé? Non. Le Khalmat, pas encore? Pour l'instant, pas encore. Mais ce que nous voulons faire, c'est que, parce que ce ne sera pas facile d'intégrer cette technologie et aussi de dire aux agriculteurs que vos méthodes rudimentaires, c'est pas l'idée, oui, c'est ça. Donc, du coup, actuellement, nous voulons aller faire des tests, même si c'est gratuit, jusqu'à ce qu'ils voient. C'est ça, pour qu'ils comprennent. D'accord. Pour qu'ils comprennent tous les avantages. Et d'ailleurs, même Adam avait commencé avec les avantages, mais je vais seulement dire l'aspect santé. Oui, puisque ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les agriculteurs ont des pompes. Ils vont avec les pompes au niveau des champs, ils sillonnent. Ils s'exposent aux produits phytosanitaires. Alors que ça, c'est très dangereux. Ça peut causer des maladies, voire même des cancers. Absolument. Et maintenant, avec ce drone, il suffit seulement de remplir ce réservoir qui est blanche là. Et maintenant, sur des commandes, c'est lui-même qui va aller effectuer
le travail, sans pour autant que l'agriculteur soit en contact direct avec ses produits. C'est ça, tout à fait. Ouais, donc, sur là aussi, il y a l'aspect de l'économie des engrais, parce que aussi, les agriculteurs, avec leur méthode de pulvérisation, ils perdent beaucoup plus de produits en mettant dans des zones où il n'y en a pas besoin. Effectivement. Et maintenant, avec ce drone, nous allons faire la pulvérisation à taux variable. C'est-à-dire, nous allons savoir avec notre caméra les zones où il y a le besoin de pulvérisation. Oui. Et maintenant, le drone va là-bas directement et effectuer le travail. En tout cas, bravo, félicitations. Vous êtes à l'ESP, c'est ça? École supérieure polytechnique de Dakar. En année de licence, toujours? Actuellement, nous sommes en cycle d'ingénieur. Ah, effectivement. Je pense que ces deux jeunes-là mériteraient d'être reçus par les nouvelles autorités en charge de l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture. Même le ministère de la Jeunesse. Le ministre de la Jeunesse. L'enseignement supérieur, oui, docteur Abdourahmane Diouf. Un modèle. Absolument. Parce que nous avons un slogan. Le ministre de l'Enseignement supérieur. Et même le ministre de l'Agriculture, parce que nous avons un slogan. Tout le monde. Pourquoi pas le président de la République? C'est vrai. C'est vrai. Nous, on plaide pour qu'on puisse vous recevoir, parce que ce projet mérite d'être accompagné, véritablement. Parce que à seulement 2 millions, et même ces 2 millions, ce sont nos propres fonds. Parce que c'est avec les concours qu'on a remportés, qu'on a effectué. Et quelques tontines de maman. Je comprends, ça se passe très facile. Il vous a fallu 2 millions pour faire ce prototype. Et parce que aussi les composants des drones, ce sont des composants très chers. Absolument, ça se comprend. C'est vraiment un projet à impact en fait. C'est pas un projet, on fait comme ça, mais on a une vision. Par exemple, par période. D'ici, par exemple, 2-3 ans, nous envisageons d'atteindre 20 000 agriculteurs et d'être à la charge de la couverture de 10 000 hectares. Donc, franchement, nous invitons vraiment certains acteurs à venir à l'initiative de ce genre de projet. Et il y a de nombreux projets, il y a de nombreux jeunes qui sont vraiment... ils sont innovants, ils ont des projets innovants. Il y a même notre cher ami, il ne veut même pas qu'on l'appelle Mohamed Gueye. On travaille sur certains projets comme la livraison des poches de sang par drone. Donc il y a vraiment des projets innovants sur lesquels on travaille. Il faut juste accompagner les jeunes que vous êtes. Merci d'être passé sur le plateau de la matinale. On a vu à l'image le prix que vous avez gagné en tant que jeune polytechnicien. Vous avez de l'avenir et nous, ça nous rend fiers de savoir que nos jeunes ont du talent. Tout ce qu'on demande aux autorités désormais, c'est de les accompagner. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, vous êtes interpellés. Agriculture, enseignement supérieur, bien évidemment, et jeunesse aussi. Entrepreneuriat, financement. Messieurs, entrepreneuriat, financement. Merci Moustapha Diop, c'est fini pour ce matin. Merci Adama Ndiaye également. Il est 8h. Merci, mon cher Bastien. Merci à Lune. Merci de nous avoir regardés ce matin. Un clin d'œil également à nos stylistes qui ont du talent, à Ruby Création qui m'a habillé aujourd'hui. Messieurs, à mesdames qui vous ont habillé également finalement. On se retrouve lundi avec le même plaisir pour un nouveau numéro de Quinquiliba. Bon VSD à toutes et à tous et gardez le sourire quoi qu'il arrive. Au revoir. In the morning, a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we